Togo, Sylvanus Olympio, ou le parcours d'un héros national, c'est le thème de New World Forum de cette semaine. Et nous en parlons avec l'honorable Léonardina de Souza, épouse Wilson, elle est déléguée nationale des femmes de l'Union des forces de changement, UFC, deuxième secrétaire parlementaire à l'Assemblée nationale, nièce de Sylvanus Olympio. Nous sommes également avec Dr Emmanuel Jean Gnagnon, il est homme politique et des lettres, chercheur, et enfin docteur Alourou Maman, docteur en histoire contemporaine, enseignant vacataire à l'université de Lomé. Dans cette seconde partie, les téléspectateurs nous rejoignent avec leur contribution, les questions, plus 228 96 46 10 31, plus 228 96 46 10 31. Les téléspectateurs, ils sont très très nombreux à nous rejoindre déjà. Et je peux vous relayer la contribution de Corneille Kouassi, par exemple, qui nous écrit d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer toute l'équipe de New World TV et particulièrement le gouvernement togolais qui permet aujourd'hui de parler de cet illustre homme politique dont la mort fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je participe à cette émission pour dire aux Togolais et aux Togolais de laisser tomber le passé et comprendre que le vrai assassin de cet homme est la France, parce que son idéologie ne converge pas avec la métropole colonisatrice qui, elle, admire les soumis, les corrompus, les arrogants et les violents. Corneille Kouassi nous écrit de Côte d'Ivoire, Abidjan. Merci Corneille de votre fidélité. Donc je reprends cette émission d'ailleurs pour vous demander, mais Sylvanus Olympio, pourquoi a-t-il accepté de prendre le pouvoir en 1960? Était-il l'homme le mieux placé pour exercer le pouvoir à l'époque, docteur Maman? Oui, est-ce que a-t-il accepté de prendre le pouvoir? Est-ce qu'on le lui a proposé? Non. En réalité, en tant que leader de la lutte pour l'indépendance, en tant que meneur des nationalistes, il a été l'un des principaux acteurs de la victoire du 27 avril 1958. Il faut revenir un peu pour expliquer la date du 27 avril 1958. Comme je le disais, le Togo n'étant pas sur papier une colonie de la France, suite à des revendications de Sylvanus Olympio à la tribune des Nations Unies, la France a été donc obligée d'organiser les élections le 27 avril 1958 parce que, un peu plus tôt, en 1956, la France a introduit au Togo ce qu'on appelle la République autonome, contre le gré des nationalistes. Et largement accepté par les progressistes. Au Togo, il y avait deux tendances. Les nationalistes qui étaient contre la France, qui demandaient que la France parte tout de suite, et les progressistes qui étaient pour la France, qui négociaient, qui collaboraient avec la France. En 1956, la France fait une élection en demandant aux Togolais s'ils veulent que le Togo devienne une république autonome. Alors cette élection n'a pas été une élection acceptée par les nationalistes. Ils l'ont boycotté. Ils n'ont pas pris part. Parce que pour eux, c'est déjà perdu d'avance que la France organise des élections parce qu'elle va les manipuler comme elle l'a fait en 1951 lors du renouvellement des membres de l'Assemblée représentative. Donc du coup, n'ayant pas pris part à cette élection, le oui l'a emporté à la majorité et le Togo est devenu une république autonome. Sur une protestation des nationalistes, à la tribune des Nations Unies, l'ONU va envoyer un missionnaire, King, qui va venir observer ce qui se passe au Togo et fait un rapport. À la suite de son rapport, l'ONU décide que les élections de 1956 ayant été à l'origine de l'instauration de la République autonome soient remises en cause et que de nouvelles élections soient organisées, cette fois-ci sous sa supervision qui va donc mettre en confiance les nationalistes qui vont être de retour aux élections. Donc les nationalistes, le CUT et la Juventus vont se mettre en coalition pour venir prendre part aux élections du 27 avril 1958, organisées par l'administration coloniale française, mais supervisées par les Nations Unies. Donc grâce à cette élection, le Togo devait se prononcer sur deux choses. Si vous voulez que la tutelle de l'ONU continue, oui ou non. Vous voulez que l'autonomie continue, oui ou non. Vous voulez également que la France continue pas à gérer, oui ou non. Donc, voter pour Sylvanus Olympio, donc pour le CUT et la Juventus, c'est dire non à la continuité de la République autonome, non et à la présence de la France au Togo, et oui à la levée de la tutelle de l'ONU sur le Togo. Donc, cette élection a été largement emportée par les nationalistes. Elle est synonyme
de l'indépendance du Togo. C'est pourquoi le 27 avril 58, après ces élections, si Sylvain Olympio avait proclamé l'indépendance du Togo, personne ne crierait. Mais il a juste attendu 2 ans après pour organiser les institutions de l'État, préparer un certain nombre de structures, notamment l'hymne, le monument de l'indépendance, le drapeau et autres instruments et structures capables de supporter un État vraiment indépendant. C'est pourquoi il a encore prolongé ça de 2 ans. Donc, quand il a gagné les élections de 58, dans les tests, c'était prévu que le Togo allait être indépendant. Mais comme on ne l'a pas proclamé, le Togo était sous un statut spécifique qu'on appelle République du Togo. Ce n'était plus sous la domination, sous la colonisation de la France. Cette république avait un gouvernement dont Sylvain Olympio était le premier ministre. Donc il a mis sur pied un gouvernement avec tous les portefeuilles ministériels. Il n'était sous la contrainte de personne. Le premier responsable du Togo était Georges Spénal, mais il n'avait qu'un titre honorifique. La réalité du pouvoir était dans les mains de Sylvain Olympio. C'est là qu'il a commencé par imposer, sinon il a commencé par étaler sa vision, sa politique de développement pour le pays, déjà en 1958. Donc, il va élaborer un certain nombre de textes selon lesquels, à la proclamation de l'indépendance, notamment la loi du 23 octobre 1960, la loi du 23 octobre 1959, je pense, qui dit que à la proclamation de l'indépendance en 1960, le premier ministre devient président de la République de fait. Donc voilà pourquoi Sylvain Olympio est devenu président de la République de fait à la proclamation de l'indépendance. Il n'a pas été élu parce qu'on ne pouvait pas organiser les élections aussitôt l'indépendance proclamée. Mais ça sera chose faite un an après, quand il va élaborer une nouvelle constitution, celle de la Première République. Elle sera l'objet d'une approbation à travers les élections du 9 avril 1961. Docteur Yalon Olympio a-t-il fait des déçus au lendemain des indépendances ou a-t-il été incompris? Non, moi, je pense d'abord que je voudrais revenir sur pourquoi est-ce que Olympio est devenu président. Je voudrais revenir un peu là-dessus également pour dire qu'en réalité, comme vient de le dire le collègue, c'est vrai, il y a eu ces étapes et surtout les élections qu'il y a eu déjà en 58 l'ont déjà préparé à une forme de légitimité. L'ont déjà préparé à cette forme de légitimité qui a fait que dès que dès que son parti a eu la victoire et donc les nationalistes ont leur victoire, quelque chose que Olympio a encore dit qui me semble assez fondamental dans la préparation même de la proclamation de l'indépendance, c'était par rapport à la dette. Parce qu'il y avait cette question d'endettement de 800 millions que l'État français avait fait savoir au Premier ministre que c'était le coût de la tutelle, que l'État, le nouvel État togolais devait cela à l'État français. Et je crois que la position de Olympio était claire. Il ne concevait pas, par exemple, le fait qu'on puisse proclamer l'indépendance tout en restant endetté. Et il voulait substantiellement tout faire pour pouvoir liquider cette dette-là avant de pouvoir véritablement assumer cette liberté et proclamer l'indépendance. Et je crois qu'effectivement, le 27 avril 1960, il a proclamé l'indépendance du Togo après avoir apuré la dette-là pour lui, parce que étant économiste, il ne pouvait pas comprendre, parce que pour lui, quand vous êtes endetté, vous ne pouvez pas prétendre à une quelconque indépendance. Et donc les deux étaient assez paradoxaux. Par conséquent, il était très important qu'il fallait d'abord apurer la dette avant de pouvoir proclamer l'indépendance du Togo. Et je crois également que, en réalité, il était déjà dans ce parcours de légitimation qui a fini par se concrétiser par la proclamation solennelle en 1960. Maintenant, est-ce qu'il a fait des déçus? Bien sûr que oui, mais en réalité, il est déçu dans quel contexte et dans quel camp? Pourquoi est-ce qu'il y a eu des déçus en vérité? En réalité, en 1960, Olympio proclame l'indépendance du Togo contre le gré de la France. Maintenant, il organise l'élection présidentielle en 1961. Et maintenant, il est légitimé, véritablement. Et
il commence par penser le pays, mais il instaure une politique d'austérité. Parce que pour un économiste, le jeune État qui venait de naître devrait commencer par véritablement construire les pôles de pouvoir pour pouvoir essayer d'engager le pays sur la voie, d'abord, la stabilisation de l'État. En ce moment, la gendarmerie était encore dirigée par les Français. Le directeur général de la gendarmerie, c'était un Français. Et il y avait encore des pôles du pouvoir, les institutions de la République qui n'étaient pas encore véritablement assises. Il fallait véritablement les bâtir et les construire. Et surtout sur le plan économique, il fallait engager le pays sur la voie de la création de la richesse. Et par conséquent, Olympio ne pouvait pas adopter, selon les paramètres réels de ce moment-là, ne pouvait pas adopter d'autres postures que la posture de l'austérité pour pouvoir amener les concitoyens à s'engager sur cette voie pour pouvoir créer d'abord de la richesse et penser également aux mécanismes et aux instruments de distribution de la richesse. Donc, très vite, l'austérité va commencer par inquiéter un certain nombre de personnes qui, à un moment donné, vont se voir déchoir d'un certain nombre de privilèges et qui vont commencer par penser également que le président, qui était au même moment confronté à d'autres réalités, notamment le retour des anciens combattants de la guerre d'Algérie, que ceux qu'on appelait en ce moment les demi-soldes, donc qui devait également être, qui demandait être intégré. Il y avait ces paramètres, et d'autant que également il a été élu à une large majorité de 97%, etc. C'est comme si substantiellement on ne voyait plus d'opposants, il n'y avait pas de parti politique qui pouvait se sentir véritablement encore acquis à une cause quelconque. Et donc très vite, beaucoup vont penser que le nouveau président avait une tendance dictatoriale, et très vite, beaucoup vont également développer des sentiments de haine contre la personne. Mais en réalité, il faut comprendre que la France a très vite fait de diviser, d'autant que cela se fait aujourd'hui. Moi, je n'arrive pas véritablement à réaliser le fait que, quand vous prenez par exemple Grunitzky, qui était beau-frère de Sylvanus, donc c'était la famille, mais les deux là ont été suffisamment divisés par la métropole. Grunitzky, qui était pro-français, pourtant beau-frère de Sylvanus, lui qui avait pris part donc à l'élection de 56, quand il était devenu Premier ministre, donc c'était lui le Premier ministre d'alors. En ce moment, 58, Sylvanus redevient Premier ministre, et vous allez voir qu'après le coup d'État 63, Grunitzky va être ramené encore. Donc la France n'a jamais perdu de vue cette stratégie de division très vite pour pouvoir au mieux protéger ses intérêts. Il faut comprendre également que les idéaux politiques et économiques de Sylvanus vont très vite à faire des aigris, mais pas forcément sur le plan national, mais beaucoup plus sur le plan international, surtout au niveau de la France. Lorsque Sylvanus a voulu construire le port autonome de Lomé, Sylvanus s'est approché de la France, qui n'a pas voulu aller dans son sens, mais qui déjà, il me semble, avait déjà dit qu'il y avait déjà un port d'Ahomey et que le Togo pouvait s'approvisionner au niveau de ce port. Mais Sylvanus est directement dirigé vers l'Allemagne pour pouvoir avoir la construction. Cela posait déjà un problème. Lorsque, par exemple, son projet de monnaie était intervenu, quand il avait fait l'appel d'offres pour l'émission de la monnaie, c'était l'Angleterre qui avait gagné l'offre. Cela posait encore un autre problème. Et surtout, quand il a fait sa première tournée, après avoir été élu président, mais vous allez comprendre qu'il était d'abord allé en Allemagne, après aux États-Unis, et ensuite en France. C'était comme un soufflet qu'il a donné à la France. Et il me semble qu'en ce moment-là, avec le précaré, la France ne pouvait pas digérer. La France a tout mis en ordre pour pouvoir liquider ce président ou cet homme qui, en ce moment-là, était vraiment, vraiment gênant. Madame de Souza Wilson, je me permets de vous poser cette question. Est-ce que la politique a divisé un peu la famille Olympio? Disons que si je prends à la suite de ce que le docteur venait de dire, je crois que derrière tout cela, il y avait les Jeux de la France, puisqu'il y avait aussi le docteur Olympio, donc qui s'est révélé un peu de l'autre côté, enfin face à son cousin, en fait. Bon, maintenant, je crois qu'à partir de là, c'est de voir maintenant les jeux des mains derrière tout cela. Mais la famille, même en tant que telle, je ne crois pas. Mais comme il y avait d'autres mains qui poussaient un peu à cela, un peu divisées pour mieux régner, en quelque sorte. Vous voyez? Voilà. La prise de pouvoir d'Olympio en 60
déjà Premier ministre en 58. Est-ce que ça a beaucoup profité à la famille? Parce que Dr Maman nous disait que c'est une fratrie, les Olympios, une grande fratrie, 30 enfants, etc. On n'en a pas entendu parler des autres. Où étaient-ils? Oui, en fait, Sylvanus Olympio même ne souhaitait pas du tout que ses frères ou ses sœurs se mêlent de politique. Vous voyez? Donc, ses frères et sœurs l'accompagnaient, mais ne se mêlaient pas de politique. Vous voyez? Bon, mais si vous voulez, Pedro Olympio, c'est un cousin. Oui. Mais ses frères et sœurs, comme je vous le disais, même le papa ne souhaitait pas trop que le Sylvanus Olympio fasse de la politique. Vous voyez? Mais il s'est engagé. Si bien que je crois que les autres ont suivi un peu ses conseils. Donc, ne vous mêlez pas de politique. Et je crois que c'est positionné. Il aurait dit la même chose à ses enfants, Sylvanus Olympio. Parce qu'il a accepté que ses enfants rentrent en politique. Bon, en fait, c'est-à-dire le temps où il faisait de la politique, c'était un temps où il y avait, comme on disait tout à l'heure, il y avait la France qui était à côté. Et puis ensuite aussi, cette histoire de colonie, pas colonie, vous voyez. Et comme il sentait un peu le danger, c'était mieux peut-être que lui-même qu'il soit face à ce problème-là. Et je crois qu'il se voyait déjà, il s'offrait déjà en fait, c'est-à-dire avec Kopora. Donc c'était l'amour de son pays qui prédominait. Vous voyez, sauver son pays à tout prix. Il ne pensait plus à sa vie à lui, mais il s'était entouré beaucoup plus il y a au moins près de 75 personnes qu'on appelle Ablorikaniao. Vous voyez, il avait son cercle. Donc, parmi ces personnes-là, il y avait les autorités traditionnelles, il y avait des femmes, il y avait d'autres personnes, donc un peu comme la société civile aussi qui était là avec lui. Vous voyez? Donc, je crois qu'il préférait faire cela. Et ce sont des personnes qui respectaient, c'est-à-dire qui avaient vraiment, comment je peux dire, c'est-à-dire les valeurs. Ils mettaient en avant les valeurs, c'est-à-dire l'amour du pays. Le patriotisme, la gouvernance, etc. Vous voyez? Donc, il se sentait plus la main. Bon, il a défendu à ses frères et sœurs de ne pas se mêler de politique. Docteur Maman, dans les années 60, il a été écrit dans certains documents qu'il y avait une crise sociale profonde, des divisions. Qu'est-ce qui a amené ces divisions? Olympio a-t-il fait très tôt des déçus au lendemain des indépendances? En réalité, cette division ne date pas de 1960, elle date de 1951. Et je le disais tantôt que la classe politique a été divisée par le fait politique entre deux grandes tendances. La tendance nationaliste incarnée par... Voilà, la tendance nationaliste incarnée par le CUT, Comité de l'unité togolaise, et la Juventus, jeunesse, union, vigilance, éducation, nationalisme, ténacité, optimisme. Et la tendance nationale et progressiste, le PTP, Parti togolais pour le progrès, et l'UCPN, Union des chefs et populations du Nord. Ces deux grandes tendances étaient devenues comme des chiens et des chats. La toute première élection organisée au Togo a consisté à élire les députés de l'Assemblée nationale, ce qu'on appelait en ce moment Assemblée représentative. C'est la toute première assemblée à mettre sur pied au Togo. Et deuxième chose, élire un député qui va aller représenter le Togo en France. Les progressistes et les nationalistes se sont battus à ces élections et les nationalistes ont été les premiers à les remporter. Du coup, Martin Akou devient le député qui va représenter le Togo à Paris et l'Assemblée est dominée par les nationalistes dont le président de l'Assemblée était Jonathan Savi de Tové. Cette mandature qui est allée de 1946 à 1951 a beaucoup irrité la France parce que la cause indépendantiste va être au devant de la scène du côté de la France incarnée par Martin Akou, tout comme du côté national incarné par l'Assemblée représentative dominée par les nationalistes. Donc du coup, au renouvellement des membres de l'Assemblée représentative en 1951, la France va se mettre à l'œuvre et aider véritablement les nationalistes à battre les progressistes, à battre les nationalistes. Donc du coup, Nicolas Grunitzky devient le député du Togo en France et à l'Assemblée nationale représentative, la domination des progressistes n'est plus à démontrer. Les nationalistes seront mis KO. Cette manipulation des élections va amener les nationalistes à renoncer à toute élection si l'élection est toujours organisée dans de telles conditions. Alors commence une politique de chasse aux sorcières des progressistes vis-à-vis des nationalistes.
aidé surtout par la France. On est allé même jusqu'à interdire la prononciation du mot ablodé, à interdire la réunion et les meetings des nationalistes. C'était en cachette dans certaines maisons, notamment la maison de Agostinho de Souza, dans les maisons de Agostinho de Souza, que les nationalistes organisaient leurs réunions en cachette. Donc, lorsque en 1958, l'occasion va être donnée aux nationalistes d'être au pouvoir, d'être à la perche, donc du coup, il y aura des règlements de compte. Des règlements de compte, des comportements vindicatifs qu'on va remarquer vis-à-vis des nationalistes et au niveau des nationalistes vis-à-vis des progressistes. Beaucoup de progressistes vont fuir le pays parce qu'ils sont maltraités par les nationalistes et beaucoup de nationalistes seront l'objet des bastonnades, des tortures de la part des nationalistes. Ça a continué jusqu'à la proclamation de l'indépendance. Donc, quand le Togo a proclamé l'indépendance, les Togolais étaient clivés entre nationalistes et progressistes. Et il fallait véritablement asseoir une politique de réconciliation nationale. Mais justement, est-ce que Sylvanus Olympio a-t-il manqué d'être au-dessus de la mêlée en donc, ce moment-là? Quand on parle de Sylvanus Olympio, s'il a fait des déçus ou pas, ou bien si une partie des Togolais n'était pas d'accord avec lui, on peut le dire ainsi parce que le jour où on proclamait l'indépendance, le sergent ou bien le militaire qui montait les drapeaux, il a passé 15 minutes à avoir des difficultés de terminer de monter le drapeau parce que les fils se sont entremêlés, comme si c'est la première fois qu'il monte les drapeaux. Interrogé par Radio Lomé, lui-même, il a admis que c'était très difficile et que les progressistes, pour eux, le jour-là, c'était tout sauf proclamer l'indépendance. Maintenant, de ces inimitiés, peut-être pour compléter, qu'est-ce qui faisait l'inimitié entre les anciens amis d'hier, par exemple entre le CUT et la Juventus? Maintenant, le CUT et la Juventus, le problème a commencé par la décision de Sylvanus Olympio de repousser la proclamation de l'indépendance de 2 ans, le temps de préparer le Togo, comme j'ai eu à le dire. Alors que pour la Juventus, il fallait... pour la Juventus, le soir même de la victoire du 27 avril 1958, il fallait proclamer l'indépendance et rompre catégoriquement avec la France. Mais pour Sylvanus Olympio, il fallait aller stratégiquement. Il fallait aller mollo. Il ne faut pas proclamer plutôt l'indépendance pour proclamer, mais il faut que quand vous proclamez, quand vous dites État indépendant, que vous soyez vraiment un État indépendant, capable d'assumer sa souveraineté. Pour Sylvanus Olympio, il ne s'agit pas de dire que le Togo est indépendant politiquement, mais également économiquement. Donc, et assume ses responsabilités. C'était un panafricaniste de premier ordre. Ouais. Alors, docteur Gnagnon, Olympio a-t-il été imprudent d'introduire très tôt la question de la monnaie dans le débat, au point de vouloir rompre avec le franc CFA en 1963? Je pense qu'Olympio a répondu à son réflexe d'économiste parce qu'il a voulu déjà parler de monnaie, surtout son background en tant qu'économiste déjà le prédisposait à parler plutôt monnaie. Et ça, c'est très clair. Mais je voudrais également revenir sur quelque chose dont Dr Maman parlait tout à l'heure. C'est en réalité les clivages sociopolitiques qui étaient là au Togo, au-delà de la manipulation de la main étrangère. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'est pas parvenu en ce moment-là déjà à pouvoir avoir une nation, puisque ces clivages justement semaient et exacerbaient la division, et ce qui faisait voir en même temps que l'instrumentalisation de la métropole. Et ça, c'est-à-dire que ça, depuis là, on avait toujours manqué de reconnaître qui était l'ennemi commun. Et jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'entre nous manquent toujours de reconnaître qui est l'ennemi commun. Et je pense que Olympio était de la dimension des gens qui pouvaient voir très loin, comme une sentinelle. Et beaucoup, je voudrais faire peut-être, je ne sais pas s'il faut l'appeler une révélation, mais en réalité, la phrase symbolique qui avait déjà inauguré le discours de la proclamation de l'indépendance, qui est tirée de la Bible, Ésaïe 21, versets 11 à 12, qui parle de sentinelle. Que dis-tu de la nuit est longue, mais le jour vient. Je ne sais pas, mais en ce moment déjà, Olympio, qui était comme cette forme de sentinelle,
voyait non pas, parce que la nuit dont il parlait n'était pas derrière lui en réalité. La nuit dont il parlait était plutôt devant lui. Puisque quand vous voyez dans la Bible, au niveau de ce passage qu'il a inspiré, c'était une proclamation de malédiction. C'était la malédiction sur Édom, la malédiction sur Douma et la malédiction sur Séhir. Et donc, en ce moment, quand il se positionnait pour pouvoir proclamer cette parole de la sentinelle qui voyait le malheur venir, la nuit dont il parlait, en réalité, n'était pas derrière lui. C'était la nuit à venir. Et ça, c'est juste pour dire que l'homme dont il était question était aussi un homme spirituel, même si Monsieur de Souza disait déjà, Madame de Souza disait déjà que en réalité c'était aussi quelqu'un qui savait qu'il allait comme une sorte de victime expiatoire. C'est comme son âme aussi le savait. Mais pour dire que la question de la monnaie qu'il a introduite, c'était en réalité une question qui était conséquente, subséquente donc à sa posture d'économiste. En tant que manager, en tant que quelqu'un qui a pratiqué le négoce pendant longtemps, il ne pouvait pas venir à la tête de l'État sans pour autant avoir comme priorité la question de la monnaie. Parce que pour lui, il était une sorte de paradigme important de comprendre que la monnaie faisait partie des conditions véritables de l'indépendance. Lorsque vous n'avez pas votre propre monnaie, vous ne pourriez pas véritablement être autonome et indépendant, surtout en matière de finances. Et donc, il a commis peut-être, il a vu trop tôt la question, il a introduit trop tôt peut-être dans la démarche, mais en réalité, parce que la géopolitique d'alors n'avait pas assuré également sa protection. Vous savez, depuis son erreur là, beaucoup qui ont à un moment donné voulu... Erreur entre guillemets. Voilà, entre guillemets, oui. Beaucoup qui, à un moment donné, ont voulu introduire cette question, ont su d'abord un certain nombre d'éléments pour pouvoir se protéger sur le plan diplomatique. Sinon, comment se ferait-il alors qu'un chef d'État élu en ce moment-là pouvait être assassiné à l'intérieur d'une ambassade? Cela posait véritablement problème. Et cela montre également qu'en réalité, l'ambassade des États-Unis, je suis théorique sur le sujet, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France et les deux ambassadeurs qui se sont communiqués plusieurs fois dans la nuit là, selon les archives, selon un certain nombre de documents historiques, on n'avait pas l'ambassade de l'Angleterre. Alors que pour la question de la monnaie, justement, c'était l'Angleterre qui devait battre la monnaie pour nous. Angleterre ou l'Allemagne, puisque l'Angleterre. Certains documents que j'ai lus. Il y a certains documents qui parlent de l'Angleterre. Va apporter sa précision. Mais il a pris de l'argent de l'Allemagne. Des Deutsche Mark de l'Allemagne. La monnaie. Voilà. Mais c'était une entreprise. Mais c'est-à-dire qu'en réalité, c'est l'Allemagne qui était pour lui, comment on appelle, la caution. Bon, l'historien va nous éclairer. Le temps de demander à Madame de Souza ce qu'il pense du processus de réhabilitation de Sylvanus Olympio aujourd'hui, recommandé par la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Est-ce que c'est en marche, le fait même qu'on puisse parler d'Olympio aujourd'hui librement sur une antenne au Togo? C'est après tout une avancée. Oui, c'est une avancée. Et franchement, je crois qu'il faudrait qu'on rende aussi hommage à Monseigneur Bariga, parce qu'en tant qu'ancien président de la CVJR, après avoir analysé ce qu'il a analysé, je pense que c'est une bonne chose, la réhabilitation. Parce que tout à l'heure, nous tous nous avons dit, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on parle de Sylvanus Olympio, on découvre encore de nouvelles choses. Même vous l'avez dit également. Oui. Même moi, ces derniers temps, avec la conférence débat qu'on a eue à Koumapé, avec Dr Maman, voilà, et le professeur Chigwe aussi, qui a travaillé beaucoup avec nous aussi, qui continue de le faire. On a préparé cette émission avec sa contribution, donc le professeur Chigwe. Ouais. Exactement. Donc, vous voyez, je crois que c'est une bonne chose et c'est effectivement le fait qu'on arrive à une certaine démocratisation et de parler vraiment du sujet, c'est une bonne chose, c'est une grande avancée. Bon, maintenant, c'est de ne pas rater. Vous voyez, c'est-à-dire, il faudrait qu'on soit vraiment dans le bon chemin, si je peux dire, vous voyez. C'est-à-dire qu'on ne soit pas poussé par... c'est-à-dire que ce soit réfléchi, que ce soit bien profond, fait qu'il y ait un cercle pour qu'on puisse discuter. Parce qu'un temps, j'ai posé la question à un oncle pour savoir, bon, qu'au Togo, bon, lui, il était à Cotonou, qu'on parle de la réhabilitation et
et que, bon, les Togolais en général, quand je dis les Togolais au Togo, quoi, quand on dit que la famille ne veut pas, alors il était surpris, il m'a dit non, on ne nous a pas approchés. Bon, peut-être que l'approche s'est arrêtée au niveau de ses enfants, des enfants de Feu Sylvanus Olympio, peut-être. Mais sinon, je crois que la grande famille même, parce qu'il y a les enfants. Vous savez, dans les grandes familles comme ça, il y a les enfants. Mais quand il y a un sujet assez important, les enfants aussi se disent, nous faisons partie de la grande famille. Est-ce que vous voyez? Donc, je crois à ce niveau-là, les contacts peut-être restent à faire. C'est ce que je pourrais vous dire. Alors, merci, Madame de Souza Wilson. Docteur Maman, maintenant, est-ce que c'est la monnaie qui a emporté Sylvanus Olympio? Le coup d'État de 1963 a son origine bien plus loin que la monnaie, même si la monnaie en est une cause principale. D'abord, il faut parler du sens panafricaniste de Sylvanus Olympio, et ça a été un facteur qui ne l'a pas beaucoup aidé parce que il a multiplié un certain nombre de vexations à l'égard de l'ancienne métropole, et que la France, le réseau Jacques Foccart va chercher tout de suite à éteindre, parce que le Togo est indépendant en 1960, le tout premier voyage, il le fait en Allemagne, après il va aux États-Unis, mais c'est quand il est de retour maintenant qu'il passe par la France. Donc ça, la France n'a pas du tout digéré. Il y a aussi, sur le plan interne, la politique d'austérité budgétaire qu'il a imposée à partir de 1958. Il faut dire véritablement que Sylvanus Olympio a commencé par gérer le Togo à partir de 1958. Parce qu'au soir des élections, il a été choisi comme Premier ministre. Il faut le dire aussi, il n'a pas été le premier choix. Le premier choix, c'était Dr Akou. Il a rejeté. On a pensé à Agostino de Souza. Il a dit non, nous avons un leader, il faut aller prendre Sylvanus Olympio. Après, Alain Santos a été approché. Jonathan Savi de Tobé, tous ont rejeté l'offre de la France parce que les tests disaient qu'au soir des élections, un Premier ministre sera choisi au sein de la majorité parlementaire par le gouverneur Georges Spinal. Donc il a choisi, autre que Sylvanus Olympio. Tous ont rejeté et ont demandé qu'on prenne Sylvanus Olympio. Donc du coup, quand il a pris le pouvoir, il dit je suis à la tête d'un Togo qui va désormais se gouverner. Ce ne sera plus un Togo qui était gouverné, mais un Togo qui se gouverne. Donc c'est son discours qu'il a prononcé devant l'Assemblée. Cela vaut tout de la vision du personnage. Et il disait d'ailleurs que tout était à refaire, tout était à faire. La politique d'austérité budgétaire, il s'agit de gérer drastiquement les fonds et les finances de l'État pour pouvoir payer les dettes de la France et pour pouvoir avoir une économie souveraine. Dans la politique d'austérité budgétaire, il a imposé de nouvelles taxes. Sur les anciennes, il a majoré. Alors les gens se disaient que nous étions sous la domination coloniale où on nous imposait des choses, mais on est indépendant, on nous en impose d'autres. Donc ça n'a pas été compris. Il a commencé par perdre la popularité à l'échelle nationale. On est d'accord. Il a instauré le self-help. Il faut s'aider soi-même. En anglais, le self-help. Ça veut dire que si on veut vous construire un hôpital, dès qu'on commence par construire, vous apportez de l'eau, vous faites le remblayage, vous devez contribuer au travail communautaire dans votre localité. Donc du coup, mis à part la politique d'austérité budgétaire qui a fait qu'il a commencé par perdre la popularité, il y a aussi l'élection de 1961. Au cours des élections de 1961, où il s'est fait élire comme président de la République, élu, il a passé par un certain nombre de stratégies pour mettre de côté, hors course, les protagonistes politiques, notamment Maître Anani Santos de la Juventus, qui était devenu jeté en prison. Qui était devenu son premier opposant, et Nicolas Grunitzky et du PTP et l'UDPT. Voilà, le PTP et l'UCPN se sont fondés pour créer l'UDPT. Voilà, donc, à un moment donné, le tout premier gouvernement qu'il a mis sur pied en 1958, il y avait dans ce gouvernement Maître Anani Santos qui était le leader de la Juventus. Mais la marche qu'ils ont fait ensemble de 1958 à 60 a créé entre eux beaucoup d'inimitié, à tel point que en 1959, Maître Anani Santos a quitté le gouvernement de Sylvanus Olympio. Quand il a quitté le gouvernement, il s'est déclaré premier opposant à Sylvanus Olympio.
mis à part l'opposition qu'il avait en face de lui entre nationalistes et progressistes, il avait une autre opposition plus dure qui venait de son propre camp, de la Juventus. Donc, ça aussi, ça fait partie de l'une des causes du coup d'État de Sylvanus Olympio. Entre autres éléments, comme nous le disons, c'est l'une des causes fondamentales, le fait d'avoir très tôt introduit la notion de création d'une monnaie Togo. Parce que pour lui, c'est inadmissible en tant qu'économiste et spécialiste aussi du droit international qu'un État qui se veut souverain continue par être managé en termes de monnaie. C'est-à-dire que pour être souverain, il faut avoir sa politique monétaire. On ne peut pas avoir sa politique monétaire si vous avez une monnaie qui vous est soumise ou imposée. Il fallait avoir sa propre monnaie. Et le 14 avril 1963, le ministre de l'économie, Auspice Coco, devait se rendre à Paris pour aller contresigner les accords avec la France et déclencher un nouveau processus de création d'une nouvelle monnaie, la monnaie du Togo. Et la goutte d'eau qui va déborder le vase, c'est la non-intégration des demi-soldes au sein de l'armée. C'est eux qui vont être les putschistes qui vont assassiner le président Olympio. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les soldats que la France avait recrutés dans les territoires coloniaux pour l'aider à faire son œuvre coloniale, elle les a libérés et leur a demandé de revenir dans leurs pays respectifs pour se mettre au service des pays nouvellement indépendants. Donc Sylvanus Olympio disait qu'ils n'ont pas leur place parce que, d'un, il était dans une politique d'austérité budgétaire qui fait qu'il n'a pas les finances pour pouvoir les prendre en charge. De deux, l'armée, il n'existe pas, il n'y a que la gendarmerie et la police. Il n'a pas envie de créer une armée au Togo. Et de trois, maintenant, quand on devait les payer, leur paye devait passer par l'ambassade de France au Togo, ils n'admettaient pas que cela soit. Et enfin, une cause inavouée et une cause inavouée de la non-intégration, c'était qu'ils les considéraient comme des mercenaires. Et en tant que tels, ils ne devraient pas prendre part à la gestion d'un pays dont ils sont allés combattre sur d'autres fronts, en fait. Donc, du coup, dans le statut atypique du Togo, qui était territoire sous tutelle de l'ONU, l'autorisation n'était pas donnée à la France de recruter des Togolais comme des soldats qui vont l'aider à coloniser. Donc, pour lui, les Togolais qui sont revenus ne sont pas des Togolais. En fait, ce sont des mercenaires. Et des gens manipulables. Madame de Souza, est-ce qu'il n'a pas manqué à Sylvanus Olympio un peu de souplesse? Bon, je crois qu'on est en train de le dire, il me semble. Mais je crois qu'il faudrait, on est en 2023, c'est de pouvoir situer les éléments dans leur temps. Vous voyez, dans leur temps. Cette rigueur qui a été soulignée tout à l'heure et cet amour des valeurs, les valeurs. Et l'obligation de résultat. Oui, obligation de résultat. Et parce qu'il avait fait des promesses, donc il fallait qu'il réussisse. Vous voyez, il y tenait. Sinon, il allait pouvoir se faire passer pour un menteur. Alors que non, il ne voulait pas. Donc cette rigueur, cet amour du pays, il y a ça aussi en arrière-fond, hein, ce grand amour pour le pays. Et je crois que c'est ça qui a fait que, il a été incompris. Et puis, excusez-moi, oui. Je pense qu'il a senti aussi que c'était quelqu'un d'autre qui poussait ceux qui, du coup, étaient en train de lui mettre les bâtons dans les roues. Il le répétait régulièrement. Comment? Il paraît qu'il le répétait régulièrement. Il se savait menacé. Il se savait menacé et puis, il savait quel pays le menaçait. Et en fait, c'était pour lui, je crois, le fait de savoir que le Togo n'était pas une colonie. Et que du coup, la France, qui avait pour colonie le Dahomey, qui maintenant venait, c'est-à-dire au Togo, pour agir comme, comment on appelle ça, un colon, je crois que ça aussi, c'était difficile pour lui. C'était difficile. Docteur Yagnon, très rapidement, est-ce que vous voulez dire un petit mot? Oui, par rapport à tout ce qui finalement a amené à l'assassinat de Sylvanus, je crois que le panorama a été dressé par Dr Maman. Mais aussi, il fallait voir en réalité la géopolitique d'alors. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'était un jeune État qui en réalité avait besoin des leviers forts pour pouvoir s'asseoir. Mais au même moment, je crois que Sylvanus a connu ce qu'a connu le roi Christophe.
dans la tragédie du roi Christophe, qui a voulu faire travailler rapidement, parce qu'il s'est vite mis au travail en réalité. Il s'est vite mis au travail et il s'est aidé par cette politique budgétaire d'austérité, budgétaire, et qui malheureusement a donné l'impression comme si c'était la perpétuation de la colonisation. Parce que les taxes et les autres, etc., les populations qui revoyaient la même chose, cela a renforcé un peu les doutes, et les populations qui n'avaient pas aussi bien compris l'indépendance en réalité. Les gens n'ont pas compris en ce moment-là que indépendance, ça voudrait dire que nous nous mettons au travail. Les gens n'ont pas compris que pour pouvoir véritablement décoller et aller en ascension, ça voudrait dire qu'en réalité, dès que vous prenez votre liberté, vous vous mettez maintenant au travail pour pouvoir bâtir votre liberté, que la liberté se bâtit. Les gens n'ont pas compris. Et je crois qu'il y avait besoin également d'une éducation. Est-ce que les gens ont compris même aujourd'hui? Jusqu'à maintenant, que des gens comprennent qu'en réalité, quand vous décidez de vous rendre libre, vous assumez cette liberté en travaillant, et c'est pas le travail. Je crois également qu'en réalité, il y avait également un certain nombre de choses. Quand j'ai parcouru un peu là. Il me semble que les Maliens ont compris. Oui, heureusement pour eux. Et je pense que, par exemple, un autre élément, après l'élection présidentielle de 1961, la constitution de la Première République, en son article 33, quand on parle par exemple du statut du président de la République, qui avait réellement un mandat de 7 ans, mais qui aussi, en réalité, ne limitait pas les mandats. Vraiment, cela, en ce moment-là déjà, cela avait déjà laissé dans beaucoup d'esprits un certain nombre de malcompréhensions par rapport à la longévité au pouvoir. Donc je crois que ce sont des éléments qui comme doit, parce que pour moi aujourd'hui la trajectoire qu'il faut inviter et qu'il faut analyser, c'est de pouvoir se fonder sur ce parcours historique pour pouvoir essayer de croiser avec notre actualité, notre quotidien, pour sortir des solutions pour nous, des leçons apprises, vous avez pour pouvoir asseoir et bâtir notre nation sur la voie d'une nation libre. Pour répondre au moins à quelques questions, on va aller très vite. Oui. Bonjour Gilles, bonjour aux invités. Question, les diplômes niveau licence sont-ils classés doctorat aujourd'hui? Tel que décrit Sylvanos Olympio, était-il plus diplômé et plus qualifié que Kwame Nkrumah ou Houphouët-Boigny? N'était-il pas trop imbu de sa personne au point d'être en mauvais terme avec Kwame Nkrumah au sujet de la création des États-Unis d'Afrique? Du projet Eveland, que deviendraient les territoires non évés de la sous-région? Bonne émission à vous, docteur Mama, très rapidement. Oui, je commence par la dernière question du côté des Eveland. C'est d'ailleurs pourquoi la question a été un échec. Accepter que Sylvanos Olympio et ses camarades du CUT créent les Eveland, ça sera aussi accepter que les Djoula créent leur État Djoula, que les Hausa créent leur État Hausa, que les Zoulous créent leur État Zoulou, que les Bantous créent leur État Bantou. Cela reviendrait à remettre en cause les frontières que les Blancs ont passé pendant longtemps à construire. Donc, ça, c'est une question que Sylvanos Olympio a très vite compris et a réajusté et rectifié le tir très tôt et a continué pour la lutte pour l'indépendance jusqu'à donner sa vie. Maintenant, la deuxième question, et la première, donc, les diplômes d'Olympio, est-ce que il était plus diplômé que il était plus diplômé, il était plus, les Houphouët-Boigny et les Kwame Nkrumah, si vous observez un peu leur profil, c'était des gens, des fonctionnaires simples, des clercs, donc des commis d'administration et autres, alors que lui, c'est un grand intellectuel. Quand on parle de grand intellectuel, je vous parle encore que dans les années 80 au Togo, quand vous avez le CPE, vous êtes un gros diplômé. Et imaginez que dans les années 30, vous avez des gens qui ont fait des études supérieures. Justement parce que sa famille, les Olympio, les De Souza, les Da Silveira, étaient considérés au Togo dans les années 1900 comme les aisés, les évolués. Donc c'est les gens qui ont eu le contact très tôt avec les Blancs, c'est les gens qui ont envoyé très vite leurs enfants à l'école. De retour de cette étude, avec la famille dans laquelle ils ont évolué, une famille de fortunés, ils n'acceptaient pas que les Blancs continuent par maltraiter les gens dans des conditions pareilles, alors qu'eux, ils savent lire et savent que le Togo, ce n'est pas une colonie, c'est un territoire sous tutelle. Donc, du coup, ça les a poussés très tôt à revendiquer les choses. D'autant plus que même sur le plan commercial, les colonisateurs faisaient tout pour éliminer les locaux, que eux, ils étaient les premiers à entreprendre. Donc, on les éliminait de la course et on donnait plus de la possibilité aux factoreries européennes.
Donc, ils digéraient mal ça. Ça les a beaucoup plus lancés. Mais les choses ont évolué aujourd'hui. Nous avons des docteurs Gnagnon et des docteurs Maman. Ah oui. Alors, salut, mon frère Gilles, salut tous les invités sur le plateau. Je m'incline devant la mémoire de tous nos pères fondateurs qui ont lutté pour la cause de l'Afrique et ça leur a coûté la vie, que leur âme repose en paix. Nous allons continuer la lutte qu'ils ont commencé, Inch'Allah, une malienne depuis Luxembourg. C'est Koulibaly Assitane Fofana qui nous a écrit. On nous a écrit du Burkina aussi. Bonjour, chers tous. Est-ce que les populations du Togo britannique aujourd'hui, Volta Region au Ghana, veulent leur autonomie? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question en quelques secondes? Est-ce que c'est une question définitivement classée? Le Togo britannique, est-ce qu'on peut remettre encore en jeu? Ils veulent leur autonomie, ils veulent leur indépendance, sauf qu'ils ne veulent pas revenir au Togo. Ils veulent créer un État Togo-britannique, ce que le Ghana leur refuse. Est-ce que le Togo peut revendiquer encore le Togo? Le Togo peut revendiquer parce que dans la convention, normalement, c'était dit que, vous savez qu'en démocratie, la volonté du peuple est au-dessus de la loi qui est écrite. Si le peuple tout entier décide que nous ne voulons plus être sous le Ghana, nous voulons avoir notre indépendance. Normalement, ça doit abroger les lois qui ont été préalablement établies. C'est ce qui a été fait lorsque nous prenons le cas de Bakassi entre le Cameroun et le Nigeria. Donc du coup, la convention qui a été signée entre le Togo et entre les grandes puissances pour l'annexion totale du Togo, il faut retenir que le Togo britannique n'a pas été annexé par force. Ça a fait l'objet d'un vote en 1957 où on a demandé aux Togolais de la partie britannique, vous voulez aller à l'indépendance avec le Ghana ou vous voulez être sous la domination coloniale au Togo. Oui. Donc les gens, cette question était biaisée et les gens ont voulu être sous l'indépendance. Aujourd'hui qu'ils réclament, je pense que c'est de droit. Mais cette question peut toujours revenir sur le tapis. On va terminer avec la question de Richard Tagba qui nous a écrit de Cara. Il faut toujours saluer la mémoire des grands hommes qui ont fait l'histoire de notre pays en vue de dire aux générations actuelles et à venir ce qu'était la lutte pour asseoir notre pays. Ma question est à deux volets. Un, que doit-on véritablement retenir de l'homme pour nous aujourd'hui et pour les autres demain? Deux, quelle place devrait occuper l'enseignement dans nos écoles aujourd'hui sur ces grands hommes au lieu d'un sous-petit titre dans nos programmes d'histoire en mettant plus l'accent sur des connaissances des puissances extérieures? On pourrait par exemple consacrer un chapitre intitulé Le Togo avec Sylvanus Olympio. Merci Richard Tagban. On termine d'ailleurs l'émission avec votre question. Que doit-on véritablement retenir de l'homme pour nous aujourd'hui et pour les autres demain? Je commence avec vous, Dr Gnagnon, en 30 secondes. Aujourd'hui, Sylvanus Olympio doit être un trait d'union. Un trait d'union par rapport à nous et par rapport à notre passé. Et je crois que le paradigme que nous devons établir, c'est de pouvoir comprendre qu'en réalité, c'était notre histoire commune. Et que Sylvanus Olympio ne soit pas l'héritage de certains contre d'autres. Nous avons besoin véritablement de l'unification de notre nation, de pouvoir bâtir une nation solide et forte qui puisse aujourd'hui faire face aux enjeux du moment. Oui. C'est pour cela que c'est très important de comprendre que nous devons procéder à la réhabilitation de Sylvanus Olympio, de sa mémoire, et de pouvoir procéder également à la réconciliation entre la mémoire de Sylvanus Olympio et la mémoire de feu Gnassingbé Eyadema, tout en nous réconciliant avec leur histoire. Assumons ce passé, assumons cette histoire, tirons maintenant les leçons et bâtissons une nation qui nous permet de pouvoir regarder vers l'avenir avec fraternité et concorde. Nous en avons besoin. Le Togo n'a plus besoin de division parce que nous connaissons désormais l'ennemi commun. Merci beaucoup. Docteur Maman, merci d'être passé. Oui. Politique. Et ce que je retiens de Sylvanus Olympio en tant que chercheur, en tant qu'historien, le patriotisme, l'engagement, l'intérêt général, le sacrifice. Sylvanus Olympio a été promu directeur général de Unilever à Paris avec résidence. Il a renoncé pour venir lutter pour l'indépendance. Il a été interné pendant 12 mois à Djougou. Il a été l'objet d'une amende de 5 millions dont il s'est débrouillé pour payer, pour retrouver sa liberté et continuer par lutter. Il avait eu beaucoup d'opportunités, mais il les a ignorées pour la cause de l'indépendance. Et lorsque cette indépendance a été acquise, il a mis tous les moyens dont il avait à sa disposition pour que le Togo s'assume. Sauf qu'il est allé, comme je le disais, au sens du sacrifice. Il est allé jusqu'au sacrifice suprême. Merci. Concernant l'enseignement, c'est chose faite.
nous avons au département d'histoire élaboré ce qu'on appelle les manuels d'histoire. Ça reste pour les classes antérieures. Merci beaucoup, Madame de Souza, d'être passée nous voir. Je vous en prie, c'était un plaisir. Nous aurons l'occasion de reparler de ce grand homme, votre oncle. Merci. Je vous en prie. Merci pour l'opportunité qui a été offerte pour qu'on puisse parler justement de ce grand homme. Et je crois qu'il y a beaucoup de pages encore, n'est-ce pas, à lire. Et puis, aussi bien les jeunes et les moins jeunes ont beaucoup à apprendre, nous-mêmes y compris. Merci. Merci Komlaga et Gildas Jamanzako ont réalisé cette émission. Merci à vous tous. Tout de suite, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.